Je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence de restitution euh, de ma visite à l'exposition universelle de Dubaï. Et je vous propose de découvrir le prisme du pavillon britannique qui inscrit l'imagination du visiteur sous le signe de l'exceptionnel. Nous allons découvrir ensemble en quoi ce pavillon contribue à la fois au développement de l'intelligence artificielle, mais aussi au champ extrêmement fascinant des innovations spatiales. Vous avez une photo de ce pavillon qu'il est possible de visiter à l'exposition universelle de Dubaï qui se termine le 30 mars 2022 et qui offre la possibilité aux visiteurs d'apporter une voix singulière à un message collectif que vous voyez ici en constante évolution à travers un certain nombre de mots. Et je vais y revenir et vous expliquer effectivement le sens de cette démarche. Chaque exposition universelle se veut être une expérience exceptionnelle, offrir de la nouveauté, offrir de l'innovation, développer de nouvelles capacités de recherche et d'imagination collective. Et justement, les portes de chaque exposition universelle ne se referment jamais et surtout celle de Dubaï, puisqu'elle entend continuer à connecter les esprits et construire le futur. C'est à la fois une boussole créative pour des nations anglophones du Commonwealth, dont le Royaume-Uni en est l'animateur, pays insulaire, pays multiculturel, pays d'immigration et ouvert à un monde de connexions illimitées. L'exposition universelle est l'occasion de mettre en relation des mondes qui sont anglophones, arabisants, non anglophones. L'exposition universelle de Dubaï est marquée par une forte participation de pays de culture lusophone. Je pense au pavillon Brésil, Angola, Mozambique, des pays aussi de culture plutôt issus du monde soviétique. Pavillon Russie, Ukraine, très remarqué, Ouzbékistan, Kazakhstan, et puis de nombreux pays européens qui s'intéressent aussi au foisonnement de la technologie, aux lumières, pavillon France, Espagne, Italie, Pays-Bas, Allemagne et bien d'autres encore en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. L'expérience de Dubaï de connecter les esprits et de construire le futur a aussi une signification très forte pour créer, pour imaginer et pour collaborer ensemble. Et cette notion d'imagination se glisse dans une idée d'avenir partagé. Cette photo floue est l'intérieur du pavillon britannique de l'exposition universelle. On va revenir précisément en détail. Qu'est-ce qui a motivé la naissance de cette structure et en quoi ce pavillon se veut apporter un message universel, une réflexion pour l'ensemble des visiteurs et des participants. En photo apparaît le site global de l'exposition universelle à Dubaï. Il s'articule en 3 districts différents. Un district mobilité, un district opportunité et un district durabilité. Il y a une vraie interdépendance autour de ces 3 dynamiques, ce qui explique que l'agencement du site avait vraiment été conçu pour permettre à ces 3 espaces de communiquer et de collaborer ensemble. À cela s'ajoute, en matière de mobilité terrestre, un métro qui a été conçu, qui relie l'aéroport de Dubaï à cette exposition universelle et qui a été le fruit d'un investissement gigantesque de la part d'un consortium franco-japonais qui associe Keolis et Mitsubishi comme principaux acteurs. Le district mobilité d'exposition universelle de Dubaï est aussi très performant du point de vue des connexions qui ont été imaginées à travers un réseau de bus gratuits qui relie les principaux pôles des Émirats et y compris l'aéroport d'Abu Dhabi avec lequel il est possible de se rendre directement à l'exposition universelle. Ce pouvoir des connexions est repris par le pavillon britannique
dans le champ des innovations spatiales. Et on va le voir comment. Et d'une certaine façon, l'ensemble des pavillons, les 192 nations représentées, à travers l'architecture, des audaces architecturales qui sont insolites et parfois propres à chacune des cultures représentées, la culture, des performances créatives hors du commun et des innovations, fruits de la rencontre de savoir-faire, de technologies, de techniques, offrent en tous les cas le prestige aux Émirats arabes unis d'être, à l'heure de cette exposition universelle et ses portes grandes ouvertes, une plateforme pour partager des solutions du futur. Solutions qui ont à la fois un ancrage oriental. Nous sommes au cœur du Moyen-Orient, dans une région qui a vu naître de grandes civilisations, au carrefour de l'Indus et de la Mésopotamie. Et cette région de pêcheurs de perles a aussi vu traverser de nombreuses nations maritimes, des navigateurs, ce qui au moment du passage des Portugais, des Hollandais et puis des Britanniques par la suite, a nourri un très grand multiculturalisme autour de ce que représente aujourd'hui le fédéralisme émirati, né de ce qu'on appelle les États de la trêve, les Trucial States. Et la culture émirati est imprégnée toujours aujourd'hui de cet ancien héritage de protectorat britannique sur la route des Indes. On va le voir parce que finalement, l'influence britannique et anglophone, qui est toujours très forte dans les pays du Golfe, est aussi un levier que ce pavillon souhaite pleinement utiliser pour avancer ensemble sur de nouveaux sujets de coopération scientifique dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'exploration spatiale. Explorer les astres, explorer l'espace, c'est aussi évoluer dans un monde très largement incertain. Ce qui rentre très largement en écho avec l'évolution du fédéralisme émirati, né sous l'impulsion de Sher Zayed, à travers sa fédération des États de la trêve, qui en permanence a recherché une forme de stabilité d'abord géopolitique très fragile, liée à la piraterie maritime qui sévissait dans le Golfe Persique et qui a amené des puissances occidentales à se positionner. Stabilité énergétique aujourd'hui parce que l'influence américaine, britannique, mais aussi d'autres puissances au Middle East, dans le Moyen-Orient, est extrêmement forte, cristallise des enjeux de pouvoir. Et les Émirats arabes unis, mais aussi Bahreïn, l'Arabie saoudite, le Koweït et le Qatar aussi dans une moindre mesure, sont une zone d'influence pour de nombreuses puissances états-uniennes, britanniques. Les Européens aussi sont très représentés. Siemens et l'ingénierie allemande à Masdar, la cité énergétique du futur à Abu Dhabi. Les Français activent aussi une diplomatie d'influence de premier plan. La première visite de Sher Zayed, le père du fédéralisme émirati, à Paris remonte à 1951, où il était venu en France pour notamment y résoudre une affaire d'arbitrage liée à des droits territoriaux réclamés notamment dans les eaux territoriales d'Abu Dhabi, liées à des plateformes offshore d'exploration, d'extraction d'hydrocarbures. Le pétrole, le gaz, effectivement, est aussi au cœur de contentieux entre des pays, entre des compagnies privées. Et c'est encore un sujet, les énergies du futur, qui va peut-être aussi très largement évoluer de la surface terrestre à l'espace. Parce que l'exploitation du gaz, on pense à l'exploitation du gaz naturel liquéfié, à Ras Laffan, où les réserves sont explorées entre le Qatar
qui en exploite une grosse partie, et le voisin iranien. Eh bien, dans les hydrocarbures du futur, beaucoup de pays du Golfe s'intéressent aussi à la place que peuvent jouer notamment l'hélium, l'un des gaz les plus légers dans l'univers, les métaux stratégiques aussi, qu'il est possible d'explorer dans l'espace. Il y a une réflexion qui est à la fois portée par des instituts, des centres de recherche, des diplomates aussi travaillent sur ces questions et manifestent un intérêt fort pour les énergies du futur. Alors, les tentatives d'arbitrage qui ont pu cristalliser les tensions ont pu aussi matérialiser des échecs, parfois porteurs d'espoir, dans la maîtrise des mers, des côtes, l'exploitation des ressources marines dans le Golfe. Et d'une certaine façon, la conquête de l'espace, les innovations spatiales représentent un défi pour dépasser notre degré d'incertitude et partager des valeurs qui motivent un esprit d'innovation et de collaboration. Et c'est un des éléments aussi forts et une ambition qui est aussi très largement soulignée par le pavillon britannique à l'exposition universelle de Dubaï, qui est au cœur du district mobilité. Cette mobilité qui est identifiée comme un facteur d'évolution de notre mode de vie, un moyen de rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux interlocuteurs, dans l'espace peut-être de nouvelles planètes, de nouvelles civilisations avancées, et de comprendre d'autres cultures et d'échanger nos idées, nos connaissances sur le monde. Alors, le pavillon Breakthrough Message est inspiré d'un des derniers projets de Stephen Hawking, géophysicien britannique reconnu, et nous invite à réfléchir au message que nous communiquerions en tant que planète si nous rencontrions un jour d'autres civilisations avancées dans l'espace. Ce théoricien et cosmologiste britannique a malheureusement contracté très jeune une maladie dont l'évolution a été lente et malheureusement les débuts ont été précoces dès ses 20 ans, sclérose latérale amyotrophique qui l'a malheureusement complètement paralysé. Mais son esprit est resté incroyablement dynamique et naissant le 8 janvier 1942 à Oxford, il aimait rappeler à titre d'anecdote qu'il était né 300 ans, jour pour jour, après la mort de Galilée, lui-même mort le 8 janvier 1642. Alors, vous voyez ici une photo qui vous permet de montrer la grande capacité d'adaptation de ce grand scientifique britannique et son envie en permanence d'innover et d'explorer l'espace et le futur. Vous avez devant vos yeux le pavillon britannique tel qu'il est exposé, avec un certain nombre de messages qui ont été choisis par les visiteurs de ce pavillon pour apporter leur contribution au message collectif que nous serions amenés à recourir pour communiquer, dialoguer avec d'autres civilisations avancées dans l'espace. D'autres puissances sont aussi intéressées par ce sujet. Vous dire que le pavillon des États-Unis a décliné 3 thèmes: la mobilité en action, la liberté de construire le futur et enfin, le ciel n'a plus de limites. Alors, un sujet qui rentre en pleine cohérence et en résonance avec l'exposition de 1967 à Montréal, Terre des Hommes, qui portait le message de l'œuvre éponyme d'Antoine de Saint-Exupéry et qui célébrait au même moment le centenaire de la Confédération du Canada. Cette exposition universelle, certains ont peut-être eu l'occasion de redécouvrir dans le parc Jean Drapeau à Montréal, dans les îles de la ville, ou même à travers la photo ici de la biosphère, des traces encore visibles. C'est effectivement un rendez-vous de 1967 qui a aussi été très largement pionnier dans les réflexions autour des innovations spatiales, en rappelant que le Québec, et en particulier Montréal, est aussi une terre
d'innovation spatiale au même titre que Toulouse avec la Cité de l'Espace ou d'autres clusters et pôles de compétitivité qui existent en Europe, Normandie Aerospace, des technocampus à Nantes, à Bordeaux et d'autres régions qui ont aussi été pionnières en matière de haute technologie navale et aéronautique. L'opportunité de l'exposition universelle en 1967 à Montréal était née du refus de Moscou d'en être l'organisatrice en 1900, décision prise en avril 1962. Alors, les Britanniques ont un grand passé dans ces expositions, puisqu'ils ont été les premiers à vouloir initier en 1851 la grande exposition des produits de l'industrie de toutes les nations, qui s'était tenue au Crystal Palace, que vous avez en photo ici, dans un écrin de verdure qui, à Londres, était Hyde Park, à l'été 1851. Et déjà, en sa qualité de président des Arts, le prince Albert avait créé un comité pour organiser des expositions dans le but d'améliorer le design industriel britannique. Une première exposition à Birmingham s'était tenue en 1849 et avait été suivie de la grande exposition de Londres organisée à l'été 1851. La moitié de l'espace était consacrée à la fabrication britannique et l'autre aux pays étrangers pour montrer leurs réalisations et leurs spécificités. Cette exposition universelle a accueilli 6 millions de visiteurs pour voir plus de 100 000 objets répartis principalement et exposés en différentes sections, matières premières, machines, produits manufacturés et beaux-arts. La reine Victoria, qui s'est rendue pas moins de 34 fois, en a été aussi impressionnée et les bénéfices substantiels ont été utilisés pour établir le South Kensington Museum, rebaptisé Victoria and Albert Museum en 1899. La reine écrit à son oncle, Léopold, le roi des Belges, que l'inauguration de la grande exposition était le plus grand jour de notre histoire. Alors, ce prince Albert avait une vision progressiste exceptionnelle et vous pouvez retrouver ici justement le fameux Crystal Palace lors de la grande exposition de 1851 qui a aussi mis en avant la grande richesse de toutes les nations anglophones du Commonwealth. La place des îles, Jersey et Guernesey, vous voyez en photo ici, étaient représentés aux côtés de Ceylan, le Sri Lanka et Malte. Et à l'heure où finalement le pavillon britannique à l'exposition universelle de Dubaï entend valoriser la coopération dans le domaine spatial et l'intelligence artificielle, l'innovation transmanche est sans doute plus que jamais d'actualité. Je pense en particulier à Normandie Aerospace, qui développe un savoir-faire dans la haute technologie aéronautique, mais aussi de solides compétences en microtechnique, en particulier dans le domaine des lasers et de l'optique. Et sans doute que avec la fiabilité des systèmes, des composants électriques embarqués, la Normandie ou d'autres régions aéronautiques, on pense à l'Occitanie avec Toulouse et sa cité de l'espace, peuvent prendre part à des projets structurants et mettre en valeur leurs compétences dans la fabrique additive, la capacité à expérimenter des solutions drone innovantes. C'est une boussole créative pour développer des technologies et des idées pour le futur transmanche. D'autant que la relation créative avec le monde anglo-saxon a aussi permis à beaucoup de commodités, de friandises et d'expériences modernes de faire leur apparition lors d'expositions universelles. Je voudrais rappeler celle de Chicago en 1893 avec l'électricité, la grande roue et la fermeture éclair. L'expérience panaméricaine de Buffalo avec l'appareil à rayon X en 1901. Le cornet de glace et le hot dog qui sont apparus à l'exposition universelle de Saint-Louis en 1904. Ou encore le poste de télévision pour la New York World Fair en 1939. Aujourd'hui, l'exposition universelle de Dubaï se veut être un carrefour des arts, des sciences, des techniques, de la diplomatie, des échanges. C'est vraiment l'état d'esprit du thème qui a été choisi par les organisateurs, Connecting Minds, Creating the Future. Et à ce titre, les échanges qui en découlent se veulent
porteur d'une nouvelle génération de marchands de paix et de prospérité dans une région du monde qui est extrêmement instable, où le risque politique est très fort. En étant conscient, je veux aussi vous parler de pavillons du monde soviétique qui sont aussi représentés à Dubaï et qui peuvent avoir des liens aussi avec les pays européens et le Royaume-Uni. Ici, vous avez le pavillon Ukraine. Vous savez que ce pays a été le grand grenier à blé de l'Union soviétique. Et le thème qui a été choisi par ce pavillon est le suivant, en anglais, Smart Ukraine Connecting Dots. Ukraine intelligente, connecter les points. La diaspora scientifique ukrainienne est très forte et très largement répartie dans de nombreuses capitales du monde entier, dans de nombreuses nations anglophones du Commonwealth, au Canada, au Royaume-Uni. Et vous avez en photo cette ancienne journaliste qui a été l'une des vice-premières ministres du Canada et qui s'est aussi impliquée sur de nombreux sujets. Parmi les innovations exposées au pavillon Ukraine figure notamment un vélo électrique pouvant parcourir 380 km après une seule charge. Pourra-t-il exister dans l'espace? C'est tout le défi qui est posé. Il est possible de découvrir au pavillon ukrainien une imprimante 3D pour la céramique et des stores solaires capables de générer de l'énergie, reflétant ainsi le caractère unique et l'originalité du peuple ukrainien et de sa culture à travers le prisme des technologies modernes. Comment serons-nous amenés à nous nourrir dans l'espace? Eh bien, le pavillon ukrainien propose un champ de blé créé à partir de vrais épis de blé, de nano-blé et de blé numérique. Cette solution démontre symboliquement le mouvement de l'Ukraine vers l'avenir en harmonie avec la nature et le progrès technologique. Ce pavillon organisera aussi un programme festif, événementiel, de divertissement avec des défilés de mode, des séminaires thématiques et des performances également créatives. La coopération spatiale est très forte entre l'Ukraine et le Royaume-Uni. C'est un élément fort qui est très largement mis en valeur dans le cadre du pavillon ukrainien. Et beaucoup de rencontres de très haut niveau se sont déroulées entre les différents pays pour notamment avancer ensemble. L'évasion est aussi très largement possible des deux côtés de la Manche, en particulier avec la comète de Halley. Le passage de cette comète en 1066 a été très largement documenté dans la prestigieuse tapisserie de Bayeux, où celle-ci apparaît comme un signe précurseur de la mort prochaine d'Harold II d'Angleterre et la victoire de Guillaume le Conquérant, cette fameuse bataille d'Hastings. Le passage de cette comète a été aussi très largement commenté et mentionné en Chine, en Corée et au Japon. Et c'est aussi une boussole créative pour l'histoire de Bayeux, mais aussi pour les technologies et idées du futur qu'entend promouvoir le pavillon britannique autour de l'intelligence artificielle et le secteur spatial. Ici, vous avez l'intérieur du pavillon britannique où vous voyez effectivement comment les visiteurs ont imaginé des messages pour communiquer dans l'espace. Si cette comète de Halley, dont je mentionnais l'importance, est nommée en l'honneur d'Edmond Halley, célèbre astronome britannique, rappelons que ce dernier avait calculé le retour périodique de cette comète tous les 76 ans. Son goût pour les sciences est né d'un observatoire qu'il a construit sur l'île Sainte-Hélène afin d'y dresser la première carte du ciel austral. Explorer les astres a toujours fasciné les hommes, les Européens, et au contact d'Isaac Newton, Halley se demanda si l'attraction d'une comète passant trop près de la Terre pouvait déplacer les océans jusqu'à inonder des régions continentales, et par cette hypothèse, il fut l'un des premiers à expliquer rationnellement le déluge biblique. Vous voyez que ce décor céleste et futuriste est véritablement la dorsale du pavillon britannique à Dubaï, que vous pouvez voir ici en photo, et qui nous rappelle combien finalement nous pouvons façonner ensemble une véritable odyssée connectée entre ciel et terre et la partager au-delà des frontières. La première observation officielle d'une comète par Halley est celle qu'il fit en 1860 sur un bateau qui traversait la Manche pour l'amener en France. C'est Jean-Dominique Cassini, découvreur de la division des anneaux de Saturne, qui l'accueillit chaleureusement à l'Observatoire royal de Paris et qui aiguillera le jeune homme sur l'hypothèse d'un retour périodique des comètes. D'autres pavillons s'intéressent à l'espace, le Canada, les États-Unis,
La France a un pavillon Lumière-Lumière qui se fait aussi une double référence aux innovations philosophiques et techniques. L'idée derrière ces pavillons, c'est de montrer combien la liberté favorise la créativité, l'innovation et les opportunités. C'est un thème qui avait déjà été identifié lors de précédentes expositions. Je pense à l'exposition Panama-Californie à San Diego en 1915, qui entendait montrer combien l'ouverture du canal de Panama pouvait aussi positionner San Diego comme un port américain de première importance pour la route des navires circulant vers le nord-ouest des États-Unis après le passage du canal. Les innovations, vous savez, aéronautiques sont nées très largement dans des hangars à bateaux après les premiers hydravions en bois en tissu, et c'est Seattle qui a, du côté de Lake Union, été un acteur pionnier avec Boeing. Et très largement, les technologies, les avancées aérospatiales, les innovations spatiales auront besoin aussi d'avancer très largement grâce aux connaissances du monde de la mer. Et je voudrais vous rappeler que Seattle a été aussi une puissance organisatrice, puissance accueillante d'une exposition universelle Century 21, dans lequel il existe encore aujourd'hui dans l'espace urbain de cette ville où j'ai eu la chance de faire un stage, des traces exceptionnelles, en particulier Space Needle que vous voyez ici en photo, cette fameuse tour qui entend pointer le ciel. Alors, comment regarder l'avenir? Eh bien, vous dire que Rome est candidate pour accueillir une exposition universelle en 2030 autour du thème « L'éternelle révolution ». On peut penser à Cassini, à de grands scientifiques, de grands intellectuels de l'Université de Bologne, de l'Université de Padova, à proximité de Venise. Dans toute l'Italie du Nord, il y a aussi de grandes entreprises, des PME très en pointe dans l'aéronautique et également dans le spatial. Si l'Italie réussit à accueillir cette exposition universelle, ce sera certainement un thème qui pourra nourrir aussi très largement les sphères de réflexion de ce rendez-vous. Et vous dire que dans l'immédiat, le monde se prépare à la prochaine exposition universelle qui se déroulera au Japon, à Osaka, dans une région très particulière du Japon qui est le Kansai, qui a été le berceau de révolution industrielle très importante sous l'ère Meiji. Et Osaka renouvelle l'essai puisque la ville avait déjà accueilli une exposition universelle en 1970. Et en 2025, elle sera de nouveau l'hôte d'une exposition universelle autour du thème « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie demain ». Il existe un partenariat entre le château d'Osaka et le château des Ducs de Bretagne. Et cette exposition à Osaka aura 3 sous-thèmes: sauver des vies, inspirer des vies et connecter des vies. L'existence humaine dans l'espace est passionnante et ce projet immobilier d'avancement sur la mer, à travers cette île que vous voyez ici, qui accueille l'exposition universelle, sera très vraisemblablement un laboratoire vivant des peuples, un laboratoire pour une société de l'avenir, avec l'occasion de partager défis, solutions provenant du monde entier à travers des pavillons tout à fait exceptionnels. Et j'attends avec impatience de voir le pavillon britannique, le pavillon France, le pavillon d'autres nations européennes. Je voudrais vous remercier à tous pour votre attention et maintenant vous proposer d'en débattre avec vous tous. La bulle de discussion est à votre disposition et je vous invite aussi à utiliser le micro si vous le souhaitez. Mon adresse mail apparaît ici si vous souhaitez recevoir les planches de cette conférence. Merci à tous pour votre attention.